Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Alizé Télévision pour votre journal de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 12 août 2016. Pour débuter cette édition, direction Petit-Bourg, la commune du Nord-Basse-Terre est en passe de se doter d'un nouveau port multi-activités. Entendez par là un outil qui réponde aux exigences du plaisancier moderne. Ce matin, la première pierre du projet a été posée. Anne-Elisabeth Artsen était sur place. Alors nous verrons ce reportage un petit peu plus tard dans ce journal. Tout d'abord, parlons de la sécurité routière, toujours en rapport avec Petit-Bourg d'ailleurs, puisque ce week-end se tiendra la fête patronale de la commune. Et ce week-end, la préfecture a décidé de multiplier les contrôles routiers sur la route, plus précisément donc aux abords des fêtes patronales, mais aussi sur tout le territoire, avec une attention particulière portée à l'alcool et les stupéfiants. Depuis le début de l'année, 41 personnes ont perdu la vie sur nos routes. On écoute Dina Lachoumaya, coordinatrice adjointe à la sécurité routière. Elle pousse un appel à la prudence au micro d'Éric Pommier. Effectivement, c'est l'occasion de rappeler à tous les Guadeloupéens, tous les conducteurs, tous les usagers de la route d'une manière générale, de redoubler de vigilance. Parce qu'un long week-end de fête, eh bien, c'est forcément synonyme de consommation d'alcool excessive et d'autres comportements. Donc nous demandons vraiment à chacun de redoubler de vigilance, de ne pas conduire s'il est intéressé à consommer de l'alcool, de respecter scrupuleusement les règles du code de la route. Donc pas de vitesse excessive, pas d'alcool, nous avons dit. Être visible sur la route en portant des équipements de visibilité bien entendu. Le téléphone au volant est à bannir, donc pas de SMS au volant. Voilà, donc nous demandons à chacun vraiment d'être vigilant pendant ce week-end. Cette fois-ci c'est un lundi, donc forcément il rallonge le week-end et les excès qui vont avec. Et ce week-end, peut-être avez-vous l'intention de vous rendre au restaurant. En ce mois d'août, les différents établissements reçoivent une clientèle faite de touristes essentiellement. Eddie El Atri est allé enquêter sur la fréquentation des restaurants de l'île. Voyez plutôt. Cette période de vacances affiche une activité moyenne dans l'ensemble pour les restaurateurs interrogés dans cette zone commerciale de la Marina. Le mois de juillet a été marqué par une baisse générale suivie d'une amélioration notable au mois d'août. Gérard, qui est dans le métier depuis plusieurs années, ne s'en plaint pas, mais pense que c'est perfectible. Moi je suis dans une niche, donc cette niche elle fonctionne, pas m'en plaindre. Mais on sent que l'économie guadeloupéenne s'essouffle un peu depuis quelques temps. Maintenant on tient la jugulaire, mais on sent quand même une baisse générale. D'un restaurant à l'autre, les avis restent partagés avec des fins de semaine plutôt favorables. C'est variable, le mois de juillet était plutôt calme, mais bon, c'est toujours une période un peu calme le mois de juillet. Le mois d'août, ça repart un petit peu. Et puis, quand même, je pense que le mois d'août a bien fonctionné par rapport à l'année dernière. Il y a eu une amélioration. Voilà, mais il y a encore du travail à faire. Le mois de juillet, je dirais qu'il a été très calme. Le mois d'août est visiblement un peu mieux parce que nous avons des touristes métropolitains. La clientèle locale, bien sûr, n'est pas trop là puisque beaucoup de gens sont partis, effectivement, je pense, ailleurs. Mais nous avons également... je pense que l'activité, effectivement, pour l'instant, est meilleure que l'année dernière, pour le mois d'août. Même dans les périodes où on dira que nous avons moins de monde, il faut effectivement garder la foi, l'espoir, effectivement, parce que faisons un beau métier déjà. Et nous avons des gens charmants qui viennent nous voir. On semble ici loin des recettes comptabilisées sur le reste de l'année, mais ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Et si les Guadeloupéens ne sont pas aux terrasses des restaurants, c'est peut-être qu'ils sont en vacances dans la Caraïbe. C'est l'heure d'ailleurs de notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Il sera notamment question du virus Zika à la Barbade ou encore des conséquences de la crise au Venezuela sur la contraception des habitantes. C'est votre rendez-vous Caraïbes. À l'occasion de l'édition 2016 du Forum social mondial à Montréal, des mineurs et leurs représentants syndicaux du Nicaragua, Guatemala et Salvador se sont déplacés au Canada
pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de travail et pour dénoncer les conséquences sociales, économiques et environnementales de l'industrie minière dans leur pays. Ils ont déclaré que ces multinationales présentent à la population locale leurs projets d'extraction comme une source de fort développement pour eux, alors qu'en réalité, leurs activités provoquent l'appauvrissement de la population et fragilisent les travailleurs qui n'ont aucune sécurité de l'emploi. L'activité minière cause aussi une contamination des eaux dont s'abreuvent les habitants et de la terre à l'arsenic, à l'aluminium et au mercure. La présence de ces militants au Canada n'est pas anecdotique. Une très grande partie des multinationales minières présentes en Amérique centrale sont canadiennes, ce qui leur permet de se dédouaner de la responsabilité sociale et environnementale de leurs activités à l'étranger. Le ministère de la Santé étudie les causes de microcéphalie de 2 bébés nés à la Barbade cette semaine. Les médecins locaux mènent des enquêtes afin de déterminer si ces anomalies congénitales sont liées au virus du Zika ou à une infection au cytomégalovirus pendant la grossesse. En moyenne, 2 à 3 bébés naissent chaque année à la Barbade avec une microcéphalie sans rapport avec le virus du Zika. Les femmes enceintes soupçonnées ou confirmées d'avoir été infectées par le virus du Zika sont surveillées dans une clinique prénatale à haut risque et les 2 cas de microcéphalie ne figuraient pas parmi les mères qui sont surveillées. Le ministère de la Santé conseille aux femmes enceintes qui présentent des symptômes du virus du Zika de contacter leur médecin dès que possible pour effectuer des tests. La persistance de la crise, les pénuries, l'effondrement du secteur médical et l'inflation galopante ont conduit les jeunes vénézuéliennes à opter à contre-cœur pour la stérilisation. En effet, la disparition des tablettes des magasins des moyens de contraception réguliers comme les préservatifs et les pilules de contrôle des naissances ont laissé peu de choix aux jeunes femmes. Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielles sur les stérilisations, les médecins et les professionnels de santé ont signalé une croissance significative de la demande pour des stérilisations au cours de ces derniers mois. Dans un pays où la religion catholique est fortement ancrée, au point que l'Église rejette toute forme de contraception et où l'avortement est interdit, sauf si la vie d'une femme est en danger, l'archevêque de Mérida, Balthazar Porras, a déclaré qu'une augmentation du nombre de stérilisations relèverait de la barbarie, mais que les mots peuvent sonner creux quand une crise provoque des émeutes quasi quotidiennement. À Rio, une entrée en lice pour le moins maîtrisée pour Teddy Riner. Le judoka a facilement disposé par ippon de son premier adversaire des Jeux Olympiques chez les plus de 100 kg avant d'éliminer en quart de finale le Brésilien Silva, médaillé de bronze à Londres en 2012. Le Guadeloupéen tentera de décrocher dans l'après-midi un 2e sacre olympique et entrer encore un peu plus dans la légende des Jeux Olympiques et du judo. Autre Guadeloupéen et autre chance de médaille d'or pour la France, Grégory Boger sera en piste cet après-midi pour l'épreuve de vitesse individuelle en cyclisme sur piste donc. Il s'agira pour lui de remporter une 2e médaille à Rio après le bronze d'hier conquis avec ses coéquipiers de l'équipe de France. Ceux-là ont participé à écrire la longue histoire des Jeux Olympiques. Pour eux aussi, il s'agissait d'une piste, mais d'athlétisme cette fois. 2 grands champions dont l'influence sur et en dehors de la piste est indéniable. Je vous propose une rencontre avec et entre 2 messieurs du sport, Tommy Smith l'américain et le Guadeloupéen Roger Bambuc. Reportage. Mexico 1968, Baie-Mao 2016. 2 athlètes de grand talent, 2 hommes de grande qualité. Une histoire qui restera à jamais dans les mémoires, celle de Tommy Smith, champion olympique du 200 mètres, brandissant son poing ganté en signe de protestation contre le sort réservé aux Afro-Américains. Et un spectateur privilégié, Roger Bambuc, à quelques centimètres de la légende américaine, une vingtaine de secondes avant son titre. Roger Bambuc est un bon ami, je l'ai rencontré il y a longtemps. J'ai couru contre lui à Mexico, il était à la ligne 2 et moi à la 3. Roger effectuait de très bons départs, cependant l'athlétisme est une chose, mais l'amour de la vie et prendre soin de tous, c'est ça, Roger Bambuc.
Et qui de mieux qu'Antoine Chérubin, célèbre entraîneur guadeloupéen, pour décrire ce qu'a pu apporter Roger Bambuc à l'athlétisme français. L'hommage est vibrant, la foule conquise. Monsieur Roger Bambuc, le seul athlète français jusqu'à aujourd'hui à avoir été triple finaliste olympique 100, 200, 4x100 avec médaille de bronze à l'appui. Monsieur Roger Bambuc mérite tout notre respect. Et quand on fait le total, il a devancé Toby Smith. Toby n'a fait que le 200. 5e de la finale du 200 mètres des Jeux Olympiques de 1968, Roger Bambuc n'a pas vu ce fameux point levé sur le podium. Obligé de rentrer se reposer avant de disputer le lendemain la finale du 4x100 mètres dont il finira médaillé de bronze avec le relais français. Je n'ai rien vu de la cérémonie du podium. J'ai vu ça après à la télévision qui était dans le village et j'ai eu des échos par les athlètes et les journalistes qui m'ont raconté ce qui s'était passé. Mais cela ne l'empêche pas de tenir Tommie Smith en très haute estime. Tommie Smith est une grande figure du monde entier. Ce n'est pas seulement une grande figure sportive, c'est une grande figure humaine. Et le rencontrer ici en Guadeloupe, de voir comment les Guadeloupéens le reçoivent et surtout la grande disponibilité dont il fait preuve, je me dis qu'il y a avec des hommes comme ça beaucoup d'espoir à ce que le sport se développe de cette façon-là. L'applaudissement pour les deux, Roger Bambuc et Toby Smith. Tommie Smith, Roger Bambuc, Antoine Chérubin, une certaine vision de l'athlétisme, de la lutte contre les discriminations, sous les yeux d'anciennes gloires de l'athlétisme guadeloupéen et de jeunes talents qui ne demandent qu'à faire rêver leur île à leur tour, à l'instar de Willem Belloussion. Et voilà pour cette belle rencontre entre deux grands champions. Revenons maintenant sur une information que je vous donnais en début d'édition. La pose de la première pierre du nouveau port multi-activité de Petit-Bourg, c'était ce matin. Anne-Elisabeth Hartsen était sur place pour Alizé Télévision. 15 500 m² de zone technique, c'est le projet d'envergure engagé par la ville de Petit-Bourg avec son port multi-activité. Nous avons pris l'engagement dès 2008, mais on ne s'imagine pas toutes les contraintes, toutes les études nécessaires pour aboutir à un tel projet. Depuis 2011, nous avons lancé les différentes études. Ensuite, avec les agréments, la validation, nous pouvons commencer aujourd'hui la pose de la première pierre, de la première tranche, puisque le port sera construit en deux tranches. Une première tranche qui va durer 18 mois et ensuite une autre tranche qui va durer à peu près 18 à 24 mois, de manière à aboutir au projet définitif. C'est un projet structurant pour la ville de Petit-Bourg puisque c'est un projet multi-fonction, multi-activité. Ce sera un port de plaisance avec une marina, avec tout un ensemble, donc une zone économique, mais aussi le cabotage puisque un terminal pour permettre l'acheminement des passagers de la marchandise vers Jarry, vers Pointe-à-Pitre et vers le Gosier, et tout en maintenant l'activité pêche. Donc qui va énormément apporter dans l'aménagement du territoire de Petit-Bourg et surtout en termes de développement économique. Voilà, cette première tranche du port de Petit-Bourg est une mise à l'étrier, une amorce du grand projet de port. Il faut vraiment habituer les acteurs et créer une dimension nautique qui est déjà présente, mais la renforcer en réalisant une première tranche, donc une zone technique portuaire, qui aura pour partie des ateliers dédiés au métier du nautisme, notamment de la mécanique marine, mais également aussi une gestion de port à sec. C'est la demande des plaisanciers. Il n'y a pas de port à sec aux Antilles françaises, ou alors on a des zones techniques, mais on n'a pas véritablement de stockage à sec avec un véritable service aux plaisanciers. Et donc l'idée de cette première tranche, c'est d'amorcer ce produit nouveau sur le territoire en permettant aux propriétaires de bateaux d'avoir une vraie gestion de leur bateau, de manière à ce qu'ils puissent vraiment profiter de leur embarcation, puisqu'on remarque bien souvent que les plaisanciers passent énormément de temps à gérer leur bateau. La ville, en plein développement, s'oriente donc vers l'économie maritime. Ce port multi-activité
activité s'inscrit ainsi dans une stratégie globale d'orienter la ville vers la mer afin de développer également de nouveaux métiers liés au nautisme. Petit-Bourg cherche pas seulement à désenclaver mais à développer son territoire. Il faut une façade maritime construite, pensée. Il faut faire ce port-là en direction de plusieurs publics. Donc le public des plaisanciers, le public des professionnels marins-pêcheurs, le public des professionnels de l'entretien, de la mécanique, de l'électricité, l'entretien des bateaux. Je pense que c'est une vraie opportunité pour la ville puisque c'est un projet qui est de nature à stabiliser de la population, à offrir du loisir maritime et à stimuler aussi le développement économique. En cela, ça m'intéresse puisque je veux que mon pays se développe du côté de la mer parce que c'est essentiel. D'ici 2017, la ville de Petit-Bourg poursuivra le prolongement de l'aménagement du littoral et de la base nautique, mais également le réaménagement de la plage de Viard. L'objectif étant de favoriser le développement économique et touristique, avec notamment les 782 places de bateaux qui seront disponibles dans ce futur port multi-activités après ces 2 ans de travaux. Un port de Petit-Bourg qui verra peut-être bientôt barboter dans ses eaux Caille et Junior. Ce sont les 2 premiers lamantins arrivés dans la baie de Blachon, dans la commune de Lamentin. Les 2 mammifères prennent contact en ce moment avec leur nouvel environnement depuis mardi, après un long voyage en provenance de Singapour. Il s'agit du véritable lancement d'un projet débuté il y a 10 ans maintenant par le Parc national de Guadeloupe. Entre projets scientifiques et histoire, reportage. À l'instar de son homonyme martiniquaise, la commune de Lamentin, fondée en 1720, tire son nom de la présence dans sa baie du mammifère marin, le lamantin, avec un A. Mais voilà, cela fait bien longtemps que la baie de Blachon n'héberge plus cette espèce dans ses eaux, la faute à l'homme. On a décidé à travers ce projet, je l'ai dit, de réparer une erreur de l'histoire. Les lamantins ont été détruits, chassés par l'homme. Et puis au fur et à mesure aussi, on a vu un phénomène d'accentuation de la pollution. Alors aujourd'hui, on a décidé de revenir sur les choses, de dépolluer le site, de rétablir les écosystèmes, de donner toute sa place au patrimoine naturel guadeloupéen. Un projet mené de front par le Parc national de Guadeloupe et la ville. C'est d'abord un projet scientifique, il faut qu'on le sache, mais c'est rendre justice aussi à la nature que de faire revenir dans son milieu naturel, dans son milieu originel, bien, un mammifère qui a donné son nom à la commune de Lamentin. Donc pour nous, le symbole est très fort. En effet, outre le clin d'œil historique, le lamantin est une sorte d'indicateur écologique. L'animal devrait permettre d'estimer l'état de santé de la baie de Blachon et plus généralement celle du grand cul-de-sac marin. Pour accompagner Caille et Junior, les 2 mâles arrivés en provenance de Singapour, 13 autres spécimens sont attendus. Le parc national est en contact avec le Brésil, le Guyana, le Mexique et la Colombie. Avec la reproduction, ce sont 100 à 150 lamantins que le parc national espère relâcher dans les eaux de Blachon, avec un intérêt touristique certain pour la commune. Bien sûr, c'est un animal qui va forcément attirer un public. Donc il faut trouver l'adéquation, il faut trouver la bonne harmonie entre le projet scientifique et bien sûr un projet touristique. C'est ce que je disais ce matin, il va falloir être innovant, être fécond, créer une manière pour que le public puisse pouvoir venir à Blachon sans pour autant déranger le projet scientifique. Voilà qui devrait rétablir une situation quelque peu incongrue. La prochaine fois que l'on vous demandera pourquoi le lamantin se nomme ainsi, vous pourrez répondre sans équivoque que c'est en référence aux mammifères qui peuplent ces eaux. Et quelques mots sur la météo de cet après-midi. Après-midi plutôt pluvieux comme vous pouvez le voir. Pas de jaloux cependant puisque c'est tout l'archipel qui est concerné par cette pluie. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouvez la Minute Sport d'Éric Pommier, suivie des informations nationales. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Jean-Luc Icard à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bon appétit si vous passez à table et excellent après-midi sur Alizé Télévision.